avocats qui sont donc membres de l'association camerounaise des avocats doivent justement nous entretenir sur les relations juridiques entre le footballeur, le club, la fédération. Donc quelques notions bases du droit concernant le sujet qui nous occupe, à savoir le football, son développement et ses acteurs. Je leur laisse le micro pour leur exposer, après on va échanger. Alors, je voudrais sacrifier déjà aux présentations. Je suis... Je n'ai pas de malaise. Je suis maître Jean-Jacques Mouyadjam, avocat au barreau du Cameroun et président de l'association camerounaise des avocats en droit du sport. Je suis accompagné de maître Dorcas Kamien, membre de l'association. Alors, l'association camerounaise en droit du sport a été créée en 2018. A reçu son succès de déclaration en novembre 2018, exactement pour pallier à ce qu'a décrié l'icône du journalisme tout à l'heure. Face à tout ce qui se présentait à notre société, dans le domaine du football particulièrement, nous, avocats, nous nous sommes dit qu'il fallait nous regrouper pour travailler, apprendre, parce que c'est un domaine, ce qu'on appelle chez nous les droits nouveaux. Il fallait nous regrouper au sein d'une association pour nous former, parce que pour la plupart, nous n'avons pas fait ça à l'université, encore que même jusqu'aujourd'hui à l'université, je crois qu'il n'y a qu'à l'université, il y a un des deux, on a créé il y a 1 ou 2 ans un master en droit du sport. Alors il fallait qu'on travaille dans ce domaine pour accompagner efficacement les différents clients qui peuvent être, qui sont des acteurs du mouvement sportif, qui des joueurs, qui des clubs, qui des ligues, qui des fédérations. Et dans l'une des missions de notre association, c'était de regrouper les avocats afin de se former et d'interagir avec les différents autres acteurs, à l'instar des journalistes. Et je salue donc cette initiative qui, pour la première fois, nous met en face des journalistes. Nous avons toujours voulu rencontrer les journalistes sportifs afin de rivaliser une ou deux choses, travailler sur une ou deux questions ensemble, mais l'occasion n'était pas prêtée par le passé. Aujourd'hui, je salue cette première et je souhaite qu'au sortir, nous profilons pour travailler sur d'autres questions parce que les journalistes ont une très grosse responsabilité dans le développement du football, du sport et du football en particulier. Et encore plus chez nous parce que les journalistes, on a dit que les avocats ont eu un rôle dans le pourrissement de la situation. Peut-être qu'il faut le dire aussi, les journalistes ont eu un rôle dans le pourrissement de la situation. Mais est-ce que c'était fait volontairement bien parce qu'il y a un déficit de formation? Nous, à notre niveau, nous nous sommes dit, nous avocats, nous nous regardons dans la classe et nous nous sommes dit, il faut de la formation. À côté de la formation, nous nous sommes dit qu'il faut apporter notre contribution à la construction d'un droit du sport fort au Cameroun. Nous avons mis sur pied différents éléments pour nous permettre d'atteindre cette fin, au rang desquels des formations. La dernière que nous avons organisée en date remonte à novembre 2021. C'était ce qu'on a appelé le dîner sportif au Djeda Palace en publicité, qui regroupait la fédération, le comité national olympique, notamment la Chambre, parce que autour de la question du sort de l'arbitrage devant cette Chambre-là, c'était parti du constat de ce qu'il y avait un blocus devant cette Chambre et les acteurs décriaient. Nous nous sommes dit il faut organisons un événement qui nous permettra de trouver quel est le problème et déblayer pour la suite. À côté des formations que l'association organise à titre personnel, nous avons créé ce qu'on a appelé aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui la revue camerounaise des droits du sport. C'est une revue scientifique qui a pour but de contribuer à travers des articles, à travers des réflexions, de contribuer à faire avancer nos mouvements sportifs, faire avancer nos droits du football. C'est un semestriel qui aujourd'hui a son 3e numéro et nous sommes passés à la revue africaine de droit et économie du sport. À côté, nous avons également créé ce qu'on a appelé, parce que le souci, nous nous sommes dit, si nous voulons aller, il faut travailler à la base. Nous avons créé et inauguré en février
une bibliothèque dédiée uniquement au droit du sport. Je crois que dans cette bibliothèque aujourd'hui, il y a plus de 600 ouvrages et un espace médiathèque. C'est un peu ça la contribution que nous voulons apporter au développement de notre mouvement sportif, parce que nous restons focus sur le fait qu'il ne peut pas avoir un développement de notre mouvement sportif si les avocats, si les juristes ne sont pas impliqués, parce qu'à la base, tout est droit. Mais chez nous, ce n'est pas toujours ça, et on doit œuvrer, et nous faisons notre part, et cette rencontre contribue donc à cet objectif que nous voulons atteindre. Alors, il nous a été demandé aujourd'hui d'intervenir sur les relations entre les athlètes, les clubs, la fédération. Mais je dois avouer, monsieur le modérateur, que ce thème, nous ne l'avons vraiment pas abordé à fond. Nous avons travaillé aussi à côté, nous avons dit un nom, mais nous avons également, parce qu'on a compris un peu que la philosophie de la fédération aujourd'hui, nous avons abordé, parce qu'au sein de l'association, nous réfléchissons sur certains thèmes qui peuvent être d'actualité. Nous avons abordé, nous avons réfléchi également et nous avons partagé quelques éléments avec vous sur la propriété des manifestations sportives et le droit à l'information. Je pense que nous allons dire quelques mots, mais c'est un sujet qui pour nous est d'actualité dans un contexte où la fédération veut se professionnaliser. Et se professionnaliser passe par les rentrées passent par la vente des produits de la fédération, et comment il faut concilier ça avec l'obligation, le droit à l'information. C'est un sujet qui est pour nous d'actualité également, et c'est pour ça que nous dirons un mot sur le premier thème et un autre mot sur cet autre thème avec votre permission, monsieur le modérateur. Alors, pour revenir sur ce qui est le premier thème, les acteurs les relations athlètes, clubs et fédérations. Alors je dois dire, l'athlète est défini un peu par notre loi de 2018 comme étant tout pratiquant, reconnu médicalement, apte à pratiquer un sport. Le club est cette association qui, légalement reconnue, a pour finalité la pratique de l'exercice sportif et de l'exercice physique. La fédération est le regroupement au niveau national des associations, des athlètes, dans un domaine précis, dans une discipline précise. Alors, quand vous partez de la définition, des différentes définitions, vous voyez qu'à la base, l'athlète passe un contrat, l'athlète doit être licencié auprès d'une fédération pour être reconnu athlète, mais pour qu'il soit licencié auprès d'une fédération, il doit passer un contrat avec un club. Et le tout n'est pas de passer un contrat, il faudrait que ce contrat soit par la suite homologué par la fédération. Et c'est quand il est homologué par la fédération que l'athlète reçoit une licence. Et pour ce qui est du club, dans une discipline précise, il doit adhérer, faire acte d'affiliation à la fédération, notamment pour le cas qui nous concerne aujourd'hui, la Fédération camerounaise de football. Quand il fait acte d'affiliation, il doit au préalable avoir reçu son agrément. Il y a une problématique qui se pose aujourd'hui avec la reconnaissance déjà par les sous-préfets comme les préfets, avec le récépissé et puis l'agrément qui est obtenu au ministère. Et c'est alors qu'il va faire acte d'affiliation auprès de la fédération et qu'il est accepté et il doit pouvoir respecter par la suite les statuts de la fédération. Alors je voudrais dire, voilà un peu les relations qui lient les parties. Il y a une relation entre le club et l'athlète, c'est employeur-employé. Et au niveau de la fédération, c'est un membre et ses associés, on va dire comme ça. Et les membres affiliés. Alors les terminologies parlent un mot dans ce sens parce que quelquefois on a tendance à confondre l'affiliation pour ce qui est du club et la participation à un événement, participation à une compétition. Je vais vous raconter comme ça une anecdote. Alors que j'étais encore rapporteur de la commission fédérale de nomination des disciplines à la fédération, le dossier New Star.
pour vous ressortir la différence qu'il y a entre l'affiliation et la participation à une compétition. New Star est affilié naturellement à la fédération et je crois qu'il y a 2 ou 3 saisons, New Star fait acte de candidature pour participer au championnat Elite One. Et la fédération, pour la fédération, New Star est en Elite 2. Et la fédération programme 2 ou 3 matchs en Elite 2. New Star ne se présente pas. Et le dossier est envoyé à la fédération pour notamment sanction, 3 forfaits. Ça entraîne 5 ans de suspension pour le dirigeant, rétrogradation de 2 divisions. Et alors il se pose le problème de la différence entre l'affiliation et la participation à l'acte d'engagement pour participer à une compétition. Pour la fédération, le simple fait que New Star soit affilié et été relégué fait en sorte que la saison qui suit, elle peut programmer New Star pour les différentes de la compétition à ce niveau-là. Or, il se trouve que ce n'était pas le cas. New Star avait fait acte de candidature pour participer à la Ligue 1, à Elite 1 et non Elite 2. Quand il fallait sanctionner, on a dit, New Star dit, j'ai demandé à participer à Elite 1. Si on estime que je suis en Elite 2, qu'on ne me programme pas en Elite 1, mais qu'on ne me programme pas non plus en Elite 2, parce que je n'ai jamais déposé les dossiers pour être pour participer au championnat Elite 2. Alors c'est comme ça que tout le monde, même à la fédération, ils ont pu comprendre la différence qu'il y avait entre ces 2 articles, des règlements généraux 15 et 16 qui se suivaient, mais dont on pensait qu'ils étaient similaires. C'est donc dire, et par la suite on avait rejeté donc, la demande de la fédération qui consiste à demander qu'on sanctionne New Star, et on a demandé de reprogrammer les matchs avec les clubs qui avaient fait acte de participation au championnat Elite 2. Je ressors ça pour dire que parfois vous, les journalistes également, vous devez avoir ces notions-là de contrat entre un joueur et un club. Le contrat est en triple exemplaire. Il faut forcément que le contrat soit homologué. Si le joueur a signé que le contrat n'est pas homologué, le joueur n'est pas licencié, le joueur n'est pas apte à participer à une quelconque compétition organisée par la fédération. Si un club est affilié mais ne fait pas acte de candidature pour participer à une compétition, il ne peut pas participer à cette compétition et la fédération ne doit pas pouvoir l'aligner. Maintenant, au sein quand ce schéma est défini, il est institué, c'est bon que vous le sachiez également, au sein de la fédération, des juridictions, des organes juridictionnels auxquels doivent se soumettre tous les membres de la fédération. Vous avez la Commission fédérale d'homologation et de discipline, la Chambre nationale de résolution des litiges, la Commission électorale, la Commission d'éthique et la Commission des recours. Voilà exactement les 5 commissions qui ont à charge et devant lesquelles tous les membres doivent être sont justiciables. Voilà, quand je dis ça, je pense qu'en quelques mots, j'ai essayé de ressortir le type de relation qu'il y a entre le club et l'employé, l'athlète. C'est une relation d'employeur et employé. Ils sont liés par un contrat. Le contrat définit la nature des relations que les 2 parties doivent avoir. En cas de litige, on va devant la Chambre nationale de résolution des litiges en cas de paiement. Et je peux profiter aussi de cet espace pour répondre à les différentes questions. Il y a quelques jours sur le non-paiement des joueurs par les clubs, les salaires par les clubs. Cette question, on a c'est allé un peu dans tous les sens, pourtant elle est résolue par les textes de la fédération. Un club qui ne paye pas un joueur, le joueur a la possibilité de saisir la Chambre nationale de résolution des litiges. Si la Chambre nationale de résolution des litiges rend sa décision, si elle condamne le club à payer, le club qui ne paye pas est susceptible d'être relégué en deux divisions.
Nous, on l'a fait quand j'étais à la Chambre, à la Commission, avec UMS de Loum. UMS de Loum avait été relégué, si vous avez bonne mémoire, parce qu'il n'avait pas payé, Jonquet dans un litige qu'il opposait à Jonquet Bonaventure. UMS n'a pas payé. La Chambre nationale des résultats a rendu sa décision. UMS ne s'est pas exécuté. Et par la suite, ils ont saisi la Commission nationale, la Commission fédérale d'innovation des litiges et des disciplines, qui a sanctionné UMS en reléguant UMS à deux divisions. Et puis UMS, ils ont fait appel, mais ils se sont exécutés par la suite. Il y a eu un protocole d'accord où ils se sont exécutés. C'est dire que cette question sur le paiement est résolue également par les textes de la fédération. Donc, sur ce point, est-ce que l'UMS a été, est-ce que cette décision a été appliquée à la lettre? Cette décision n'a pas été appliquée à la lettre et moi je le déplore en premier. Je vais dire ça de manière brute, hein, à cause des petites amitiés. Hein. Pas de la corruption, des petites amitiés, parce que voilà ce qui se passe. En principe, et si vous avez bonne mémoire, vous allez voir le cas Bamboutos. Quand la FIFA, on a sanctionné Bamboutos, malgré le fait que Bamboutos est payé, Bamboutos a été relégué. En principe, quand on vous relègue, vous allez d'abord en deuxième division, vous allez d'abord à la division où vous a envoyé, même si vous payez. Dans le cas de UMS, quand on a rendu la décision, UMS a fait appel et à la commission de recours, ils ont dit on va payer. Ils se sont donc accordés, il y a eu un protocole d'accord avec la fédération tripartite pour dire il va payer UMS. Et la commission de recours a dit, comme il y a eu arrangement, ça ne vaut plus la peine que UMS descende. Voilà un peu ce qui s'est passé. Non, la procédure a changé. Maintenant, on n'a pas sanctionné l'union, on fait ce qu'on appelait avant la mise en demeure. C'est ça qu'on a transformé aujourd'hui par cet acte de la présidente, du président de la commission qui dit je vous suggère de reléguer tel parce qu'il n'a pas fait telle chose. Est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer l'affaire de Nostad? Oui, Nostad qui est relégué sur le plan sportif, il participe au championnat de première division. Oui. Il est parmi les clubs de bas du tableau, on est relégué. Oui. Et la saison suivante, il dit que lui s'inscrit. Oui, parce que Nostad avait une décision de la CCA favorable, une décision favorable à la CCA. Mais à la vérité, le débat ne s'était même pas posé sur ce plan. Le débat s'était posé. Qu'est-ce qu'on fait comment on affilie un club participe à une compétition? Est-ce que par le seul fait que le club était à la compétition précédente et a été relégué, la fédération doit automatiquement la programmer? Voilà. Or, il fallait faire, et c'est là où on a, ce qui a fait, je crois que c'est la fédération, ils appliquent maintenant ça à la lettre. Il faut faire acte de candidature pour participer au championnat et ce n'est qu'à ce moment qu'on vous programme. Donc après, on s'inscrit pour participer à la Coupe du Cameroun. On s'inscrit encore pour participer au championnat. Oui, la division où on a... Oui, on est censé jouer. Sur ce premier volet de votre intervention, s'il y a des questions, ça va de passer à la deuxième. On se souvient que cette affaire de l'Union sportive de Douala date de plus de 5 ans déjà. Ça fait plus de 5 ans que l'Union a perdu le procès face à ce joueur. On a ordonné à l'Union sportive de payer à ce joueur ce qu'il demandait. Aujourd'hui, vous parlez de la suggestion, si j'ai bien retenu, de la présidente de la commission, qui est comme une mise en demeure. Comment se fait-il que 5 ans après plusieurs décisions, et je vois 2 rappels de paiement déjà, on en soit encore à une mise en demeure? Est-ce qu'au niveau juridique, il ne faudrait pas plutôt une décision qui soit rendue pour que la fédération applique juste une sanction, ou que ce soit une délégation ou une rétrogradation, comment on peut appeler ça? Donc, Captis Télévision, j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est la même initiative, il y a quelques mois, on était à la Falaise, je crois, il y avait un séminaire ou un forum sur le droit du sport avec la corporation justement, qui est une spécialité un peu délicate. J'ai eu 2 ou 3, je crois Maître Bell était sur mon plateau. Ce n'est pas évident d'avoir des hommes de droit qui nous parlent du droit en étant droit sur nos plateaux. On est victime à un moment donné où on se dit on a l'expertise avérée. Tout le monde sait que voilà le droit. Et c'est la personne qui peut nous éclairer si on a un problème à expliquer à notre audimat.
Mais malheureusement, c'est comme le disait le patriarche, ça devient plus compliqué. Et nous, pour le traitement de l'information, on doit aller vers cette personne pour nous orienter. Si je commente un match, j'ai un technicien qui est consultant, c'est un coach, c'est un joueur, c'est avéré, il doit me donner des éléments sur lesquels je ne peux pas douter. Vous allez relever beaucoup de choses et ça devient un peu laborieux quand on a un homme de droit sur le plateau, certains qui disent le droit, d'autres qui défendent le bon sens. Et en troisième catégorie qui prêchent pour leur chapelle. Les présidents de club ont des batteries d'avocats derrière. On a des gars qui ont des licences et qui n'ont pas de contrat. Ça se sait. Mais en même temps, on a les mêmes hommes de droit qui tirent sur l'organisation et en même temps, en fait, on a l'impression que le fusil change d'épaule par rapport à qui on sert. Moi, je suis présentateur télé. J'ai une émission que je fais qui s'appelle Par au centre. Je veux un expert du droit du sport sur le plateau. Et même avec deux experts de droit du sport, on n'est jamais dans la même étude. Comment on peut comprendre ça? Que scientifiquement vous soyez du même bord, mais ça change à tous les coups. Parce que tout cela aussi contribue à ternir un peu la lecture et la compréhension des questions liées à l'aspect juridique qui malheureusement à l'Africa Foot est devenu une information et après le jeu c'est en second plan. Je sais qu'il y a des brebis galeuses, mais qu'est-ce que vous faites pour qu'aujourd'hui on essaie d'aller vers une même façon de voir les choses, bien qu'après il y a des textes que l'on ne peut pas discuter. Quand le tas sont une lettre, c'est chacun qui l'interprète à sa façon. Et sur les plateaux, tu as 4 juristes, ça fait 4 façons différentes. Nous, on fait comment? Nous qui voulons essayer d'apporter la lumière. Avec des puissances de votre corporation face au boycott des décisions de justice, je veux dire au boycott de l'application des décisions de justice par qui des instances, qui des clubs et peut-être les politiques. Du moins, c'est une manœuvre des politiques. Alors j'ai envie de vous poser la question, quelles sont les relations que vous entretenez, vous, praticiens du droit du sport, avec la chancellerie pour la contraindre à superviser ou du moins à veiller à la stricte application des décisions de justice rendues dans le domaine du sport? Merci pour cette question-là. Je vais commencer par celle concernant l'Union. Je pense qu'il a dit qu'il y a eu plusieurs décisions par le passé qui ont relégué l'Union, mais jamais appliquées. Non, il n'y a pas eu de décision par le passé reléguant l'Union dans ce contexte, dans le cadre de ces décisions-ci. Ce qu'il y a eu à chaque fois, c'est que, et ça c'est je vais le décrire aussi, c'est lié au mauvais fonctionnement des commissions au sein de la fédération. Au sein de la fédération, les commissions sont logées, sont un peu, qu'est-ce que je le dis comme terme, fonctionnent par la bonne grâce du secrétariat général. C'est-à-dire que pour actionner une commission, vous ne saisissez pas directement la commission. La commission ne se met pas en œuvre par elle-même. Vous saisissez le secrétariat général et c'est le secrétariat général qui convoque la commission. Ça fait que vous pouvez avoir sur ce secrétaire général, le dossier de l'Union est revenu. Il était à tel stade. La commission a pris telle mesure, mise en demeure. Après passe-passe, jeu électoral, tout ça, on a fait dormir le dossier. Une autre commission est remise sur pied, on ressort le dossier. Et à nouveau, on refait une nouvelle mise en demeure. Et c'est comme ça, après c'est les textes qui changent, qui disent non, on ne passe plus par la mise en demeure, c'est maintenant la présidente c'est le président de la commission qui doit prendre cette décision-là, où elle suggère à la commission de reléguer tel club si dans tel délai il n'a pas fait telle chose. Donc dans le cadre de l'Union, il n'y a pas encore eu de décision, sauf si elle est récente, et ça participe uniquement de ce que le mécanisme de mise de fonctionnement des commissions n'est pas suffisamment régulé, c'est efficace. Ça, c'est une chose que nous avons dénoncée dans son temps. Il faut que ça fonctionne par le bon vouloir du secrétariat général. La deuxième question, c'était les différentes positions des avocats, des juristes.
Vous savez, personnellement, et peut-être c'est pour ça que je ne suis pas de cette école qui, sur le plan scientifique, fait ce qu'on fait souvent à la télé. Parce qu'à la télé, vous avez parfois des juristes qui savent que ça c'est A, mais qui vous disent que c'est B. Honnêtement, je ne suis pas de cette école et c'est pourquoi nous, à l'association, nous avons adopté une autre méthode. Une autre méthode de travail, une autre méthode de formation. Je vous ai dit, nous faisons des formations. Je vous ai cité la dernière en date, c'est peut-être quelques de vos confrères étaient au Djoga, c'était ce dîner sportif autour du sort de l'arbitrage devant la chambre de conciliation et d'arbitrage du CNO. C'est un sujet hautement sensible. Mais vous avez des gens sur des plateaux qui vous disent tout et n'importe quoi. Mais ce jour-là, qu'est-ce que nous avons fait? L'association a fait, pour ceux qui étaient là, sur la table, sur le podium comme ça, vous avez le rapporteur de la chambre, un arbitre de la chambre, un modérateur, la Fédération camerounaise de football qui en ce moment tirait à boulet rouge sur la chambre et la Fédération camerounaise de volley. Voilà comment l'association apporte sa contribution. Il était question d'identifier ce qui est le problème et envisager les solutions. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beau jeu d'être de ce côté, mais demain, vous êtes de l'autre côté. Il est bon que la justice soit saine pour tout le monde. Vous avez vu les présidents des blocs ou bien des employés qui hier, parce qu'ils étaient à telle position, défendaient telle façon de faire, mais demain, par un jeu de passe-passe, peuvent se retrouver et deviennent des justiciables également. Si vous avez œuvré à verrouiller le système, demain, quand vous serez justiciable, le système va vous être appliqué. Donc, nous qui souhaitons travailler dans un cadre sain, nous disons, œuvrons, et c'est par ces mécanismes-là, ces formations, ce dîner par exemple, qui a peut-être une centaine d'ans, qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il y a un autre mécanisme, je vous ai dit, avec les revues. Sur la revue, c'est chaque scientifique qui écrit ce qu'il pense être bon. Si un autre scientifique ne le pense pas, il écrit le contraire. C'est notre façon d'apporter notre contribution. Maintenant, vous, journalistes, je vous ai dit, il y a cet espace aussi également, qui est cette bibliothèque, qui est accessible à tout le monde. Il est bon que chacun aille à la base, et comme ça, si vous avez sur votre plateau quelqu'un qui joue au chat à la souris, vous pouvez aussi, je ne sais pas si les canons de votre métier le permettent, vous pouvez le reprendre. Parce que quand quelqu'un vient faire de la mauvaise foi avérée sur votre, il contribue à, on a dit la mission du journaliste, c'est informer, il contribue à la désinformation avec toutes les conséquences qui peuvent aller avec. S'il vous plaît, permettez que je vous relance pour que vous soyez, que vous nous apportiez davantage d'éléments de réponse sur. À nous qui sommes les acteurs de la justice, nous dire comment exécuter les décisions de la justice. Je pense que ce n'est pas seulement dans le domaine du sport, c'est quelque chose de généralisé. Notre justice est en mal. Et en mal, ce n'est pas juste dans le domaine du sport. Mais je pense que nous, quand je dis nous, c'est-à-dire que cette nouvelle génération, nous avons un travail à parfaire pour avoir une autre image que nous voulons projeter. Parce que quand on parle d'exécution des décisions de justice, on ne viendra pas, si ce n'est pas en matière pénale, on ne viendra pas contraindre un individu qui sait très bien qu'il n'a pas raison, on ne viendra pas le contraindre. Et il y a ce phénomène de corruption qui rentre dans la danse. Donc le ministre, ce n'est pas le fait d'avoir une relation avec le ministre qui changera la donne. Mais nous-mêmes devons être les premiers acteurs à travailler sur le terrain pour qu'enfin l'exécution soit une exécution de bonne foi. Je vais ajouter pour dire, je vais vous faire le schéma en droit du sport, la spécificité de l'exécution des décisions en droit du sport. En droit du sport, les décisions en droit du sport n'ont même pas besoin de contraintes particulières pour être exécutées. Parce que la structuration est telle que de la base au sommet, il y a un mécanisme automatique d'exécution. Quand on exclut un joueur du stade et que la commission le sanctionne peut-être à 2 matchs, ce que le club fait, c'est que la prochaine fois, le club ne le programme pas.
voilà une décision qui est exécutée. Quand la commission sanctionne un club, ce qui se passe, c'est que l'organisateur, la prochaine fois, ne programme pas ce club. Quand c'est la fédération qui est sanctionnée, vous voyez comment ça se passe à l'échelle internationale. Celui qui régente à l'échelle internationale ne programme pas les compétitions pour le compte de ce club. Il y a un mécanisme qui est mis en place tel que l'exécution se fait elle découle à partir de la structuration du mouvement sportif, notamment dans le droit du football. Maintenant, il y a des cas spécifiques où il y a des boulots d'étranglement. Mais même jusque-là, les organes juridictionnels internes ont prévu des mécanismes pour sanctionner les personnes qui refusent d'exécuter les décisions juridictionnelles. Comme je vous ai indiqué pour le cas UMS, ça c'était la commission des recours qui a reformé une décision à la suite d'un arrangement. Donc ça veut dire que je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Non, écoutez. Je ferme la parenthèse. Je dis non. Les avocats vont terminer leur intervention. Et puis on va ouvrir la voie au débat. Ils doivent intervenir sur les droits sportifs et le droit à l'information. Il va intervenir tout à l'heure. Tu as bien parti. Tu as aussi arraché. Allez-y, monsieur le président. Il y a un point qui vient d'être. J'ai dit tout à l'heure que parmi les structures, il y a les médias. Aujourd'hui, hier, nous avançons vers l'harmonisation de nos comptes. Mais en quittant la scène tout à l'heure, je vous ai dit que parmi ceux qui perturbent également dans la session actuelle, il y a des spécialistes du droit que nous ne sommes pas. Nous, les médias, ne sommes pas. Mais qui ont rendu le droit maladroit. Je crois que c'est ce que j'ai dit. Maintenant, mon jeune frère, maintenant, ils viennent de nous éclairer. Parce que j'espère que c'est un problème. Vraiment. S'impliquer aujourd'hui Dans le cadre de la conciliation, comme ils ne font pas. Vous venez de nous éclairer en disant que ce n'est pas le SINAFOC. C'est un syndicat. C'est un syndicat. Or, la fédération a ses règles et ses statuts et ses principes. Quelle part faut-il désormais au sortir de ce contrat, que je n'appelle pas séminaire, c'est un contrat. Quelle part faut-il désormais accorder dans nos analyses au poids du SINAFOC dans la gestion de ces problèmes de juridisme? Voilà. C'est pas le problème. Je complète. quand il va en répondant, nous allons enchaîner, puisque vous êtes chez toi, sportif et droit à l'information. Je complète juste en quelques secondes. Ça veut dire, si on a bien suivi ce qu'il a dit, les joueurs ne sont pas formés. Parce qu'aujourd'hui, on forme des journalistes, mais les joueurs ne sont pas formés. Pourquoi? Aujourd'hui, quand un joueur a un problème, il se rapproche du syndicat national de football du Cameroun au lieu d'aller à la commission nationale de résolution des litiges. Parce que c'est une fois que sa plainte arrive à la commission nationale de résolution des litiges, qu'elle est prise en compte et ça suit tout le processus que vous avez établi là. Mais quand ça arrive au SINAFOC, je pense qu'on n'est pas sur le bon chemin. SINAFOC peut avoir une cellule d'aide aux footballeurs. Non, mais quand même, pour répondre à la question, nous assurons avec la question. Ok. Je voudrais dire que le SINAFOC, c'est un syndicat des footballeurs. Le SINAFOC essaie de jouer sa part de partition en défendant le droit de ses membres. Mais ce n'est pas le SINAFOC qui prend les décisions. Le SINAFOC, lorsque ça ne va pas, se réfère également par le truchement de certains de ses membres qui actent pour le compte des joueurs, se réfère à la Chambre nationale de résolution des litiges. Il nous appartient simplement à tous les acteurs de faire jouer pleinement son rôle à cette Chambre. C'est tout. C'est par ce mécanisme-là que passe la résolution de ce problème. Ça ne passe pas par l'intervention des gens. Non. Il faut simplement que les organes qui ont la compétence dans ce domaine fassent leur travail. Alors, je voudrais donc entrer maintenant sur l'autre sujet.
le sujet que nous avons, oui, parce que sur lequel nous réfléchissons. Et on va partager quelques grandes lignes de nos réflexions. Parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle donne à la fédération, nous avons réfléchi sur les questions des droits audiovisuels et les questions de droit à l'information. Droit audiovisuel parce que ce que nous devons savoir au terme de notre loi, la loi de 2018, c'est que certains acteurs du mouvement sportif doivent vivre de la vente des produits du spectacle sportif, à l'instar des compétitions qu'ils organisent. Vous avez des organes comme des structures comme le Comité national olympique qui sont cités par la loi, les fédérations, le Comité paralympique et les clubs. Voilà les acteurs qui aujourd'hui devraient vivre de la propriété de l'exclusivité du spectacle sportif. C'est à eux qu'appartient le spectacle sportif. Alors, non, oui, oui, je disais les acteurs que la loi reconnaît. Le Comité national olympique, le Comité paralympique, les fédérations et les clubs. On pourrait tenter de se demander pourquoi la loi a cité, non, pas limité, a cité les clubs. Si tant on parle des structures qui ont la charge d'organiser le spectacle sportif, est-ce qu'un club organise le spectacle sportif? Peut-être c'est la volonté pour le législateur de se dire le club doit contrôler ou bien le club doit vivre de ce que l'organisme participe à un spectacle sportif. De droit, il peut réclamer d'avoir, comme on dit chez nous, le droit de l'œil, savoir ce qui s'est passé. Voilà, je le dis parce que je sais que ça a fait débat également ces derniers temps dans la gestion de cet aspect-là. Alors, pour revenir à ce que je disais, nous devons savoir que la loi reconnaît donc la propriété du spectacle sportif à certaines structures, celles que je viens de citer. Et il est donc permis à cette structure de vendre le produit de ce spectacle-là, de vendre auprès notamment des structures des journalistes, des structures de presse. Ça peut être la presse, la télévision, la presse écrite, la radio, la presse cybernétique, les cyber. Parce qu'aujourd'hui, on s'est bien rendu compte que les reportages, les spectacles sportifs sont également retransmis par voie d'Internet. C'est-à-dire que les journalistes doivent être au fait de ce que l'organisateur d'une compétition sportive a la possibilité de leur interdire de diffuser n'importe comment ce spectacle-là qu'ils organisent. Je disais, n'est-ce pas, que les journalistes, les patrons de presse doivent pouvoir savoir qu'un organisateur d'événements sportifs a le droit de leur interdire de diffuser ce spectacle sportif si en amont ils n'ont pas eu l'accord. C'est délicat. On appelle ça la sémantique. Est-ce que le comité international pour la FIFA, dans l'organisation de la Coupe du championnat des nations, c'est la nouvelle appellation, ou alors les Jeux olympiques, est-ce que le CEO peut me dire à moi, Skyward Radio, payant les droits, parce que je crois que c'est ça, il faut nous éclairer là-dessus. Est-ce que Skyward Radio peut porter plainte au CEO de lui avoir interdit
la diffusion de son spectacle, alors qu'il a payé des droits. Payer des droits à qui? Non, s'il a payé des droits au CIO, il a l'obligation de diffuser. Alors, ça veut dire que c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de limiter. Le CIO limite donc à partir des droits et des accréditations, je crois. C'est là la limite. Ça veut dire que moi j'ai payé les droits. Je viens de mettre interdit. J'ai payé les droits. Ce que je veux mettre dans mon contenu ne regarde pas le CIO. Je ne sais pas, c'est un échange. Non, il faut d'abord faire la différence. C'est pour ça que la problématique, c'est ces droits audiovisuels-là et le droit à l'information. C'est différent. Droit audiovisuel, c'est vous avez l'exclusivité. Droit à la diffusion. Oui, vous avez droit audiovisuel, vous avez l'exclusivité, par exemple, de retransmettre les matchs du championnat et les douanes. L'exclusivité de retransmettre les matchs du championnat. Droit à l'information, ce que ma consoeur a développé tout à l'heure, c'est que vous êtes accrédité, vous avez accès au stade, mais vous pouvez dire vous ne devez pas aller au-delà. Vous ne pouvez pas. Ça, c'est l'accréditation. Oui, et ça, c'est le droit à l'information. Je vais au stade, je suis média. Oui. Je n'ai pas rempli les clauses. Je n'ai pas rempli la clause déterminante. Oui. Vous n'avez pas acheté le produit, vous n'avez pas acheté le spectacle, vous ne pouvez donc pas. Donc il est bon parce que très souvent, ce que nous constatons, c'est que si je prends le cas de notre championnat, vous avez des médias, des radios qui retransmettent tout le match sur leurs antennes. Après avoir payé les droits. Non, sans avoir payé les droits. Oui, vous avez son téléphone utriche. Oui, vous avez, ça se fait. Du moins, on a dit on est ensemble, ça se fait. Des radios qui retransmettent tout le match. Ça se fait, mais lorsque moi, le média, voilà, il a dit la nature horreur du pays. Mais c'est pour ça que l'échange maintenant vise à vous dire, quand vous faites ça, vous êtes en position délicate. D'infraction, oui. C'est pour ça le but de la réflexion. J'ai le droit de constater que ABK est en train d'utiliser son portable. Et me faire le reportage. J'ai le droit d'intervenir et de l'exclure. Et même d'engager une poursuite contre le média. Oui, je ne vais pas jusque-là. Mais pour comment moi, le média officiel, je l'exclus. Étant entendu que je peux même lui arracher son accréditation. Je peux l'arracher. Ça dit même plus avoir droit à l'information. C'est valable que pour les médias audiovisuels. Oui, la presse, c'est ce que je dis. Nous sommes des privilégiés. Oui, c'est ce que je dis. Oui, mais même la presse cybernétique ne doit pas transmettre en streaming. Oui, c'est ce qui se fait. Or, c'est ce qui se fait également. On voit la presse cybernétique, on le transmet en streaming. En fait, c'est pour ça. Autriche. Voilà. C'est pour ça que c'est pour ça dans le contexte actuel, le contexte de modernisation, le contexte pour la fédération, c'est-à-dire nous devons vivre de nos ressources. Nous avons mené la réflexion pour nous dire, on attire l'attention des médias sur ce que voici une grosse source de revenus pour la fédération en principe. Donc les médias doivent savoir que c'est un produit qui est vendable et vous n'avez donc pas le droit, tant que vous n'avez pas convenu avec la fédération. Au nom du droit à l'information. Non, oui, au nom du droit à l'information, vous n'avez pas le droit d'aller outre un certain canevas. Le schéma sera actuellement. Pendant très longtemps au Cameroun, on payait plutôt la CRTV. Oui, mais si vous avez vu je suis tombé comme ça à tout hasard sur la dernière convention entre la CRTV et la fédération. C'est le rôle d'avant. Bon, c'est notre contexte peut-être parce que mais c'est l'inverse. On vous dit c'est vous qui payez pour ça ne se fait pas. Non, nous on fait la chose. Ça ne se fait pas. Et maintenant les fédérations, c'est pour ça que j'ai dit il faut aller voir pourquoi la loi a indiqué les clubs. Parce que dans une rencontre avec les clubs, on va les sensibiliser aussi à ce sujet. Vous n'avez pas la fédération le droit de. Peut-être parce qu'on se dit la nature horreur du pays. Mais si vous faites ce type de convention où c'est vous qui payez, où on vous donne un moins de sous, le club
peut revendiquer et faire arrêter la diffusion de cette exclusivité-là que vous avez accordée à un média. Parce que le club, qui au terme de la loi a l'obligation de vivre aussi de cette vente-là, si elle ne reçoit rien, elle peut faire arrêter ce type de partenariat. Au nom toujours de cette question, monsieur le modérateur, maintenant, il y a cet aspect que vous avez parlé, c'est bien, vous allez clarifier. Maintenant, la CRTV, je suis l'enfant de la CRTV. Ernest a son média. Au nom d'une logique républicaine, au nom de la raison d'État, il n'y a pas de voix. Le ministre, c'est-à-dire que la CRTV s'arroge d'exclusivité. Il faut nous éclairer. Parce que demain, il ne faut pas que les commentaires aillent. S'arroge d'exclusivité. Et s'interdit que l'image soit partagée. Je parle bien de la sémantique, soit partagée. Ce qui est arrivé d'ailleurs. Oui, dans le cas du match Cameroun, non, même des matchs extérieurs, dont la CRTV a l'exclusivité. Merci beaucoup. C'est un média qui se dit pas. Est-ce que le média de Obama peut diffuser au Canada de Midi a le droit de dire pourquoi la CRTV et pas moi? Parce que la FIFA s'interdit de partage. Il faut nous éclairer. C'est-à-dire que c'est la CRTV qui a payé les droits. Et non le pluriel. Et non le pluriel. Est-ce que la CRTV peut le voir? Si, bien sûr. La CRTV paye le droit. S'il vous plaît. Dans tous les sens. La CRTV a toujours payé les droits. À l'international. À l'international. Sur le plan national. C'est là est-ce que la fédération, vous voulez qu'on est-ce que la fédération a le droit d'intervenir dans ce débat? Parce que c'est un séminaire, c'est un programme organisé par la fédération. Il faut qu'on s'entraide. Est-ce que la fédération a le droit de dire à la CRTV non? Pour ma compétition, la Coupe du Cameroun par exemple, la finale de la Coupe du Cameroun, il ne faut pas vous arroger l'exclusivité de diffusion. Est-ce que la FECAFOOT a le droit de le faire? La FECAFOOT, déjà, dans le cadre du championnat, prenons la Coupe du Cameroun. Je parle de la finale. Le championnat, non, la fédération n'a pas encore un barème. Prenons la Coupe du Cameroun, qui est la finale. La finale. Si la fédération veut vendre cette compétition, elle doit, à la base, mettre même les médias en concurrence. Ça, c'est ce qu'on ne sait pas parfois. Parce qu'un média peut attaquer, s'ils n'ont pas mis en concurrence, on peut aller devant la Commission nationale de concurrence, attaquer ce processus s'il n'a pas mis en concurrence. Si le processus n'a pas été respecté, la procédure n'a pas été transparente. Le processus. Oui, et donc, au finish, si à la base, un média peut attaquer, ça veut dire que la fédération est à même de dire je ne vous donne pas l'exclusivité, ou bien je partage, ou bien je donne l'exclusivité à une autre personne selon le prix, le meilleur payeur. En partenariat avec l'État, pour ne pas faire trop tard. Bon, ça c'est nos pratiques. Ça c'est nos pratiques. Si la fédération vit de son produit, du produit de spectacle sportif, il donne plus offrant. Parce que, par exemple, dans l'intérêt également des clubs et dans l'intérêt des joueurs. Le Tour cycliste, le Tour de France, l'exclusivité appartient à France 2. Non, mais c'est parce qu'ils ont pris. Attendez. TF1 ne prendra jamais le Tour cycliste. C'est tout le même conférence ne diffuse pas le bas des films. Mais le match, nous sommes en train de. C'est un débat. Il faut que nous accompagnions la fédération. Je suis en train d'accompagner la fédération. C'est-à-dire que moi, enfant de la CRTV, ça c'était les vieilles habitudes. Je suis en train de vous donner d'expérience que nous vivons. C'est-à-dire que la fédération a-t-elle le droit d'être désormais dans le débat? Oui, C'est ça. oui.
Oui. Je donne des exemples. Je pense que le modérateur peut être là, on va d'abord donner la parole à Maître Dorcas pour faire le point sur le droit à l'information. Maintenant, le temps, Le droit à l'information et le droit de diffusion. Parce que nous ne devons pas le mot aussi à d'autres interventions, tu vas nous dire pour l'inscription. Merci de me passer la parole, monsieur le modérateur. Je dirais comme ça là, je poserai une question. Pourquoi est-ce qu'il faut informer? Parce que je crois que c'est de là que part tout ce sujet. Pourquoi est-ce qu'il faut informer? En fait, je dirais que le droit à l'information, c'est en réalité l'oxygène de la démocratie. Il est inhérent à l'accomplissement des droits économiques, sociaux, politiques et aide les populations à prendre des décisions et à s'informer sur leur vie. Il est le préalable à la démocratie et à la responsabilité des gouvernements. En réalité, le droit à l'information, c'est un droit de l'homme. C'est un droit de l'homme, pourquoi? Parce que il est un droit internationalement protégé par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ensuite, le pacte international des droits civils et politiques. L'article 19 du pacte international des droits civils et politiques dispose que toute personne a droit à la liberté d'expression et ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir ou de reprendre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. J'ajouterai en plus de cela que les articles 9, il y a aussi les articles 9 et 12 de la Convention de l'Union africaine sur la prévention. L'article 6 de la Charte africaine sur les valeurs et principes du service public et de l'administration. Le droit à l'information recouvre deux droits indissociables.